Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive. Avec mes invités ce matin, nous allons parler d'économie circulaire. On va se poser la question de savoir si c'est un levier de croissance et d'innovation, mais sur un point particulier qui est celui du réemploi. Quelle place pour le réemploi et comment le développer? Avec moi pour en parler, Stéphane Faré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc au développement commercial de la société NeoEco. NeoEco NeoEco est un bureau d'ingénierie, bureau d'études national. Donc moi je développe ce bureau sur la région Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et on est vraiment spécialisé dans la mise en œuvre de boucles d'économie circulaire. Et bien sûr, on va parler des déchets issus du réemploi du bâtiment. Voilà, déconstruction, réemploi. Et vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait développement commercial, hein, c'est développement commercial. C'est développeur de boucles d'économie circulaire, puisque un ingénieur finalement va aller de A à Z pour mettre en place les engrenages qui vont permettre la réalisation de la boucle. Donc voilà, au-delà du développement commercial, on est développeur de boucles d'économie circulaire. Un nouveau métier. À côté de vous, Marie-Angèle Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et vous faites le suivi des innovations à l'AQC. On ne présente pas l'AQC, mais je vais vous demander de le faire. Très bien. Oui, effectivement, l'Agence Qualité Construction est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont la mission est la prévention des désordres dans le bâtiment et l'amélioration de la qualité de la construction. À côté de vous, monsieur Laurent Marmonnier, vous êtes président de la CAPEB Isère. Vous avez une autre casquette dont vous allez nous parler tout à l'heure, mais vous êtes surtout chef d'entreprise. Oui, bonjour. Donc une petite entreprise de restauration-réhabilitation du bâti ancien en maçonnerie, plancher bois, isolation thermique et phonique. Et puis effectivement, donc co-président de la CAPEB Isère, on a choisi d'être deux pour ce poste lourd. Et puis co-président de l'association Aplomb Ecomat qui fait de la formation d'une part à l'entretien du patrimoine bâti et à l'éco-construction, et Ecomat qui fait de la déconstruction et de la revente de matériaux. Vous êtes artisan? Artisan depuis un peu plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et pour les artisans, le réemploi, finalement, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, le réemploi se pratique dans tous les métiers, dans des proportions diverses, de façon plus ou moins déclarée. Il y a toujours il y a quelques inquiétudes. Dans le domaine du patrimoine, c'est très courant, puisqu'on dépose des matériaux qui ont déjà été utilisés une fois, remis en place une seconde fois, on les remet en place une troisième fois. Dans la construction d'après-guerre, il y a aussi du réemploi de façon plus discrète, essentiellement à cause des freins que sont l'assurabilité de ces matériaux-là. Voilà, on va dire que ça se faisait naturellement et ça s'est toujours fait au cours des siècles, le réemploi. On est allé démonter les châteaux pour construire des maisons. Mais aujourd'hui, on va essayer de le faire un peu plus sérieusement, un peu plus cadré. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on fait face à des problématiques qui vont être comment faire du réemploi dans une déconstruction liée à 100, 200 logements sociaux. Est-ce qu'on peut faire ça? Des bâtiments qui ont été construits dans les années 50, qui sont parfois malheureusement un petit peu bourrés d'amiante. Voilà. Comment on met tout ça en œuvre alors que j'allais dire la considération de l'époque actuelle pousse vraiment à l'utilisation du neuf pour qu'on soit bien chez soi. On a vraiment envie de vivre dans du neuf. À part pour les gens du patrimoine, hein, le réemploi, c'est pas une évidence dans le bâtiment. Hein. Non, ce n'est pas une évidence. Un chiffre sur l'ensemble des déchets issus du BTP à l'heure actuelle sont réemployés 1% de ces déchets. 1%. Alors j'ai dit une bêtise. 1% de ces ressources, puisque si elles sont réemployées, ce n'est pas un déchet. Voilà, donc on a même des mauvaises habitudes, on va dire, de langage, y compris des gens qui ont l'habitude de travailler. Non, mais c'est intéressant. Je m'amuse, hein, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui encore, on a du mal à parler de ressources pour des matériaux qui finalement ont de la ressource encore. C'est le but d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est par exemple NeoEco, quand on intervient auprès de bailleurs sociaux ou de métropoles pour faire la promotion des réemplois, c'est de dire venez avec, changez de lunettes, vraiment, oubliez la lunette déchet et passez à la lunette ressources. Donc on va commencer par cette action-là, c'est faire un diagnostic des ressources des bâtiments dans le cadre des rénovations.
Alors, avant de vous donner la parole, Monsieur Marmonnier, juste vous vouliez réagir avec ce que vous venez d'entendre. Oui, un tout petit peu. Le réemploi, c'est pas encore un réflexe, mais on a quand même une partie de la clientèle chez les privés et dans les entreprises de grande taille qui demandent à connaître les ressources, exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire les bâtiments qui vont être démontés, qu'est-ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'on va pouvoir réemployer. Et déjà, les équipes de maîtrise d'œuvre, les archis, prennent en considération ce qui va être démonté dans un bâtiment pour concevoir le suivant. Alors, pour vous, le réemploi, c'est quoi à la QC ? Déjà, je pense que c'est bien de cadrer la définition des réemplois, qui serait l'utilisation d'un matériau, d'un produit de construction, dans le même domaine d'emploi pour lequel il a déjà eu une première vie en œuvre. C'est-à-dire une porte coupe-feu, par exemple, est réutilisée en tant que porte coupe-feu, ou éventuellement sa performance elle est déclassée, elle est utilisée par exemple en tant que porte de distribution. C'est-à-dire qu'on prend, on va prendre une tuile ou une porte coupe-feu ou un plancher technique. Le réemploi, c'est le réemployer dans une fonction identique. Et ce n'est pas détourner l'emploi qu'il avait auparavant, c'est ça, hein ? C'est tout à fait ça. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas utiliser une porte pour aller la mettre ailleurs, mais où elle n'aurait pas cette fonction coupe-feu. Donc on réemploie un matériau pour ce qu'il est et pour la fonction qu'il avait auparavant. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose à ce qui a été dit. Effectivement, le réemploi, il est réutilisé, il est utilisé depuis des millénaires. On fait appel à ce réemploi depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, vis-à-vis des enjeux environnementaux actuels, il est vrai aussi que c'est une innovation, parce qu'il y a beaucoup de professionnels pour lesquels ça va être la première fois. Et de ce point de vue, la massification du réemploi et d'autres branches de l'économie circulaire peut aussi constituer en fait des risques émergents qui peuvent produire des désordres. Et donc, j'attirerai l'attention en fait sur ce besoin de maîtrise des risques face à cette dimension ou ce paradigme nouveau. On verra ça un peu plus tard dans notre conversation. Sur cet aspect du réemploi, alors on a vu que la massification, il y a de la marge, hein, parce qu'on est à 1%, c'est ça, hein, aujourd'hui, de réemploi. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire pour fixer le cadre sur le réemploi ? Fixer un cadre, c'est aujourd'hui, si on veut effectivement massifier, c'est l'une des clés pour que ça puisse marcher. Ça veut dire qu'il faut que les acteurs montent en compétences et montent aussi en taille. Ça, c'est clair. L'autre cadre, ça va être, je pense... Avant d'aller à l'autre cadre, monter en compétences, ça veut dire quoi ? Monter en compétences, ça veut dire que les acteurs maîtrise d'ouvrage, que ce soit en déconstruction ou en construction, puissent considérer la possibilité de réemploi le plus tôt possible, en phase programmation, que ce soit programmation de la rénovation, du curage, de ce que le bâtiment doit devenir, et puis le futur bâtiment. Si on veut mettre des éléments de réemploi dedans, il faut le faire dès la programmation. C'est quelque chose qui se pense en amont du projet. Sur cet aspect-là, sur justement la montée en compétences, et après on viendra au deuxième point que vous vouliez aborder. Oui, la montée en compétence, elle est nécessaire effectivement du côté de la commande, comme on vient de le dire. Elle est aussi nécessaire du côté des acteurs, des salariés qui vont démonter. Donc il y a une réflexion en cours, ça fait quelques années qu'il y a un référentiel de formation qui s'appelle le TVRB, Technicien Valoriste en Ressources Bâtiments, que Aplomb Ecomat, un des partenaires de la CAPEB, fait évoluer en ce moment. Parce qu'on s'aperçoit que quand on démonte, il faut faire une petite remise en état et il faut faire de la vente. Et il faut gérer de la vente, gérer des stocks, gérer éventuellement du transport, le minimum bien entendu. Mais voilà, on a cette compétence-là qui apparaît et c'est une compétence qui attire énormément. C'est un secteur qui attire. Pour l'opération de la tronche où on a démonté 300 tonnes sur les anciens hôpitaux de l'armée, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il faut cadrer un petit peu. Excusez-moi, mais on y revient après. Allez-y sur cette question. Oui, sur cette question, je vais effectivement dans le même sens. Il faut de la sensibilisation, de la formation et de la qualification. Pour plusieurs raisons. Et encore une fois, l'anticipation est la clé de la réussite, ça a été dit, dès la programmation, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut impliquer la totalité des acteurs du projet, dès l'origine, que ce soit l'assureur, que ce soit le contrôleur technique, l'entreprise, le concepteur. Ça, c'est vraiment une des clés
des réussites d'un projet de réemploi. Et ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, on abordera après peut-être les aspects assurantiels, c'est que cette nouvelle compétence doit être développée. Pourquoi? Parce que la chaîne des responsabilités des acteurs du bâtiment en est modifiée du fait de cette introduction du réemploi et de la disparition en fait du fabricant en tant qu'acteur. Voilà, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on élimine le fabricant. Mais on viendra après sur l'aspect commercial parce qu'on a peut-être besoin de plateformes, de négoces. Je ne sais pas si on peut aussi aborder ce sujet avec vous parce qu'il y a un moment donné, il faut bien aller chercher le matériau. Il y avait un deuxième aspect qui était important pour vous. Oui, tout se raccroche. Le deuxième aspect, c'est la massification, l'industrialisation du réemploi. Aujourd'hui, si c'est aussi important, c'est que les artisans sont de grands acteurs du réemploi. Mais finalement, on va être à l'échelle de la maison individuelle, du petit projet. Aujourd'hui, comment on fait par rapport aux masses que l'on a à traiter en termes de déchets? J'y reviens. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut essayer de sortir ces déchets en ressources liées au réemploi? Comment on fait pour, dans une opération comme à la tronche, sortir 300 tonnes en réemploi ou 4500 mètres carrés de parquet dont on va parler tout à l'heure. Là, on est sur de l'industrialisation du réemploi et c'est cette dimension-là qu'il faut aujourd'hui arriver à mettre en œuvre. On a besoin d'un changement d'échelle. Hein. C'est comme pour la rénovation énergétique, il faut massifier. Et bien, massifions aussi le réemploi. On va partir sur les aspects juridiques, mais avant, vous vouliez réagir. Oui, ça va faire le lien peut-être. Je pense que cette massification aussi a besoin des référentiels techniques en technique courante, ce qui permettra en fait de faciliter aussi l'assurabilité du réemploi et irait complètement dans le sens de cette industrialisation dont vous parliez. Aujourd'hui, clairement, quand je suis entreprise, que je vais réemployer des matériaux, comment ça se passe au niveau de l'assurance, de votre assurance? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme moyen? Est-ce que vous le faites finalement un peu en naviguant à vue? Alors aujourd'hui, les entreprises sont assurées si elles ont du crédit auprès de leur assureur. Donc il va y avoir plusieurs comportements différents. Si le réemploi se généralise dans les entreprises, elles doivent en parler à leur assureur qui va ou ne va pas leur faire confiance. C'est-à-dire que les couvreurs, par exemple, réemploient depuis toujours les tuiles. Ils sonnent les tuiles et au son que fait la tuile, ils savent si elle est fêlée ou si elle est en bon état et on peut la réemployer. Pour beaucoup d'autres matériaux, certaines entreprises vont avoir la compétence et vont être couvertes. D'autres vont devoir passer par des acteurs intermédiaires. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs intermédiaires qui se mettent en place, qui requalifient les matériaux, qui leur redonnent des nouvelles performances. Et pour réagir un petit peu à ce que mes deux voisins ont dit tout à l'heure, l'industrialisation du réemploi, moi en tant que représentant des entreprises artisanales du bâtiment, ça me fait un peu tiquer. Nous, on pense plutôt qu'il faut un maillage territorial très fort, ce qui est indispensable à la gestion de tout ce qui va être déposé, avec une montée en compétences. Ce qu'on craint un petit peu dans l'industrialisation, c'est qu'il y ait une déqualification et une concentration des savoir-faire, et à ce moment-là, on se retrouve à nouveau dans la pénurie de main-d'œuvre. Alors que ce dont on parlera tout à l'heure, c'est que quand on donne beaucoup d'autonomie et de capacité à faire du diagnostic aux personnes, là on retrouve très très facilement de la facilité à embaucher. D'accord. On verra, c'est sur l'exemple de la tronche toujours. Hein. Oui. Alors, vous vouliez réagir et tous les deux vous vouliez réagir. Après, on part vraiment sur les aspects assurance. Oui, je m'entends sur industrialisation. Voilà, comment on arrive à réemployer en quantité. Et des gens comme Ecomat sont acteurs de l'industrialisation, selon moi. Alors, c'est peut-être pas le bon terme. Massification, peut-être. C'est la capacité, c'est la capacité surtout de rendre pérenne certaines boucles du réemploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, le parquet recyclé, réemployé, est-ce que c'est un matériau qu'un archi qui voudrait en mettre dans son programme va pouvoir trouver facilement? Est-ce qu'en allant voir la matériothèque à Chambéry ou celle d'Ecomat ou Mineka à Lyon ici, on va trouver du parquet à réemployer si on le souhaite dans son futur projet. Voilà, c'est aussi ça l'industrialisation, ça veut dire avoir un produit qui est comme du neuf, sauf que c'est un produit d'occasion à réemployer et si on veut faire ça, on le trouve facilement. Il faut de la disponibilité. Allons-y vraiment maintenant sur l'aspect, alors si vous voulez réagir, ensuite sur l'aspect assurance, sur l'aspect assurance, de toute façon il n'y a pas d'autre mot.
Très bien. Et ça va faire le lien encore une fois. Je pense que la pierre angulaire, d'un point de vue assurantiel et technique, ça va être ce que M. Marmoré a dit tout à l'heure, la caractérisation du produit des constructions et l'évaluation des performances de ce produit de réemploi en vue de justifier une aptitude à l'emploi pour la deuxième mise en œuvre. D'un point de vue assurantiel, ça a été dit aussi aujourd'hui, on est aux prémices en fait, de l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, il est très important de fiabiliser pour éviter des contre-performances qui éviteraient le développement en fait, du réemploi. Et pour cela, ce qui serait, dans le sens de la maîtrise des risques, serait vraiment de s'épancher en fait, sur des éléments des secondes d'œuvre et des éléments qui ne font pas appel en fait, à des aspects réglementaires des types feu, performance thermique ou sanitaire qui vont sans doute demander en fait, des CC supplémentaires et qui vont demander en fait, qui vont être moins économiques dans le résultat du projet et surtout qui ne généreront pas en fait, de l'impropriété à destination ou des problèmes en fait, de stabilité D'accord. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur le second œuvre? Je pense qu'en général, il vaudrait mieux commencer effectivement par le second œuvre et des éléments d'ouvrage qui ne vont pas effectivement créer une impropriété à destination. Et ce sera d'autant plus assurable et plus facilement assurable. Au moins dans un premier temps, et je pense que petit à petit, effectivement, par l'expérimentation, on pourra évoluer en fait vers d'autres perspectives. Je reviens à la porte coupe-feu de tout à l'heure. Une porte coupe-feu, ça a vraiment une fonction très particulière, très spécifique. Il faut que ça fonctionne. Donc, si je la réemploie en tant que maître d'ouvrage, je peux avoir des doutes. Comment vous me rassurez? Pas comment vous m'assurez, hein. Comment vous me rassurez? Je pense que ce serait plutôt à M. Marmonnier de répondre à cette question. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudrait faire un échantillonnage peut-être de la totalité des portes qui vont être réutilisées pour voir si effectivement elle a ses performances ou éventuellement déclasser la porte, un port de distribution par exemple, ce qui serait une solution beaucoup plus économique que de s'engager dans des essais. Sur cet aspect-là? Alors, comment on va rassurer le client? Il y a deux acteurs. Il y a celui qui déconstruit. Donc, c'est là qu'on parlait de monter en compétence avec le TVRB, technicien valoriste en ressources bâtiments, qui, lui, a le savoir-faire nécessaire pour savoir. Il est responsable, c'est un commerçant. Il dépose, il vend un produit. Donc, lui, il va assurer de certaines performances du produit. Et puis, il y a l'entreprise. Une entreprise, c'est un organisme qui fait du diagnostic, de la prescription, du chiffrage, de la mise en œuvre et de la facturation. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui met en œuvre les yeux fermés. Même si quelques entreprises le font, le modèle qu'on cherche à valoriser, le modèle qui valorise les personnes et qui fait une économie de longue durée et de l'emploi qualifié de longue durée, c'est l'entreprise qui fait du diagnostic, de la prescription. Donc le client, il va être deux fois rassuré. Et si on est sur l'autre système où on achète un matériau qui a été requalifié par une entreprise intermédiaire, comme c'est le cas pour des matériaux assez sophistiqués, la boucle est bouclée. Là, on n'a plus de soucis. D'accord. Donc, normalement, pas de soucis de ce côté-là. Est-ce qu'on a fait le tour un peu de l'assurance, du fait d'être rassuré, avant de passer au retour d'expérience? Alors, juste un mot. Nous, dans la CAPEB, on s'appuie énormément sur l'AQC parce que l'AQC, c'est deux outils à la fois. C'est l'anticipation des risques dont Mme Sanchez a beaucoup parlé. Donc, ça va être compter tout de suite ce qui marche pas. Et puis ensuite, c'est de la statistique. C'est sur le long terme. Et ça, les assureurs, c'est un acteur qui peut paraître un peu froid, un peu extérieur à l'activité du bâtiment. Mais nous, on en a vraiment besoin pour ce retour-là. Parce que c'est les assureurs qui savent que les toitures terrasses, ça fuit au bout de 9 ans, que si, ça, etc., etc. Donc, ça va être un acteur capital pour la gestion des matériaux de réemploi. Oui. Merci beaucoup déjà. Mais juste pour ajouter quelque chose aussi, j'ai parlé tout à l'heure du second œuvre. En s'appuyant effectivement sur les chiffres de l'agence qualité construction, il faudrait aussi peut-être éviter des éléments d'ouvrage qui se situent aujourd'hui dans le flop 10 de la pathologie et qui est inscrit en fait dans le rapport de l'observatoire qui est millésimé. Donc vous pourrez consulter celui de 2021 par exemple.
Dernier mot. Un dernier mot. Je pense Ouais. que c'est effectivement très bien de commencer par le second œuvre parce que quand on dit qu'on fait du réemploi, c'est qu'on va économiser le matériau, on le fabrique qu'une fois, donc on importe de l'énergie qu'une seule fois. Et le second œuvre, c'est vraiment ce qui coûte le plus d'énergie dans le bâtiment. C'est ce qui est le plus polluant quand on le réenfouit. C'est ce qui est compliqué à recycler, c'est-à-dire à renvoyer dans l'industrie parce qu'il faut qu'il arrive dans un état quasi neuf pour le remettre dans les chaînes de production. Pour la laine de verre et la vitre, on voit bien que c'est très difficile. Donc le réemploi, c'est une très bonne solution pour le second œuvre. Et pour le gros œuvre, il est moins polluant. Donc c'est moins problématique. Mais on peut y venir aussi, surtout quand on est sur des matériaux pré-industriels comme le bois massif et la pierre. Sachant que quand on conserve la structure d'un bâtiment, qu'on ne le détruit pas, on fait du réemploi de structure qui est déjà là. Alors voilà, ça c'est du réemploi urbain, du réemploi à grande échelle. C'est évidemment concevoir des quartiers. Donc il y a un label HQE quartier aujourd'hui qui valorise les quartiers sur lesquels on va pouvoir changer de destination. Parce que la grosse pathologie, une architecture pathologique, c'est une architecture qui ne sert qu'une fois pour une seule fonction. Une architecture de qualité ou un urbanisme de qualité, c'est un urbanisme qui va permettre de servir au cours des siècles. Et qui va pouvoir évoluer. Retour d'expérience. On va parler parquet. On va parler parquet, mais juste un petit mot sur... je ne voudrais pas qu'on dévalorise non plus trop la valorisation. Pourquoi là où s'arrête le réemploi, on voit bien les soucis aujourd'hui en termes de statistiques et de pourcentages liés à tous les déchets issus des activités BTP. La valorisation s'organise aussi derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas tout réemployer. Les menuiseries extérieures, les vitres sont un vrai domaine où réemployer une vitre dans son sens pur, c'est vraiment compliqué. Oui, Cela dit, aller chercher le matériau en verre avec les pénuries de sable, puisque le verre c'est de la silice, c'est un vrai apport environnemental. Si on le fait bien, effectivement, c'est compliqué, mais on commence à savoir le faire. Et tout ce qui va être matériaux constitutifs de la fenêtre va être aussi potentiellement valorisable en matériaux. Donc la valorisation recyclage est aussi importante. Et nous, NeoEco, on accompagne des maîtrises d'ouvrage en déconstruction complète, où on va chercher jusqu'à 98% des déchets valorisés en matériaux. Donc le gros œuvre, le second œuvre et le réemploi. Il ne faut rien oublier. Voilà, il ne faut rien oublier. Le réemploi, ça fait partie d'une brique, comme on dit. Il y a le réemploi, il y a le recyclage, et il y a la réutilisation. Il y a 4 R, j'en ai oublié un. Le premier R, c'est trouver un sens à ne pas déconstruire ni rénover, c'est-à-dire bien utiliser. Voilà, bien utilisé. On va partir sur le retour d'expérience parquet. Vous nous avez amené quelques images que nous devrions pas tarder de voir. Voilà. Alors, et voilà. Excuse-moi, je ne les voyais pas sur mon écran de retour. Alors oui, rapidement, comment une opération massive de réemploi s'organise. Parfois un peu par surprise. Là, on accompagne une maîtrise d'ouvrage qui est de toute façon, et ça il faut le dire, sponsor et dynamique sur la démarche. C'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'elle va contractualiser une assistance à maîtrise d'ouvrage, un cabinet ou un bureau d'études comme NeoEco, dès le moment où elle décide de faire son opération. Elle va même le contractualiser avant le choix de la maîtrise d'œuvre, parce que parfois la maîtrise d'œuvre n'est pas forcément enclin à mettre ces nouvelles méthodologies dans le cadre de sa maîtrise d'œuvre. Donc ici, Est Métropole Habitat nous demande d'accompagner complètement une déconstruction de 100 logements sociaux. Bon, ce sont des bâtiments qui ont été habités pendant 50, 70 ans. Donc c'est la première opération du diagnostic des ressources que l'on fait dans ces bâtiments. C'est pas forcément hyper glamour. On ne trouve pas forcément le site top. Et puis, une surprise, 4500 mètres carrés de parquet en chêne, posé là dans les années 50, dans en fait toutes les chambres et le séjour. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette ressource? C'est ce parquet là que vous avez amené. Voilà. Vous pouvez nous le montrer. Une latte de parquet en chêne. Alors pas facile d'ailleurs de déterminer que c'est du chêne, hein, parce qu'on s'aperçoit que quand on demande aux menuisiers, les essences de bois ne se reconnaissent pas
super facilement. Mais en tout cas, on voyait ça et on commençait à se demander qu'est-ce qu'on va faire de ce bois. Aujourd'hui, il y a des filières de valorisation de bois sur les plateformes de valorisation. D'ailleurs, on a des tas alors ce qu'on appelle le bois B en déchets, des bois adjuvantés forts, c'est-à-dire ils sont effectivement plein de produits chimiques qui leur... Ce qui est le cas ici. Hein. Oui, ce qui est le cas ici, absolument. Vernis, il y a des vernis, il y a des... voilà. Donc en classe de déchets, si on les met en déchets, c'est du bois B et c'est repris à un coût de environ 90 € la tonne. Donc ce déchet-là, en déconstruction, a un coût. Et là, on va aussi faire le retour d'expérience sur la valorisation économique, puisque le but, c'est de ne pas plomber non plus la déconstruction économiquement. C'est de trouver une structuration économique qui permette de faire en sorte que le réemploi soit éventuellement même un gain pour la maîtrise d'ouvrage. Rapidement là, parce que je vois que le temps file, c'est quoi la valorisation économique de cette opération-là? Comment ça fonctionne? En fait, il y avait plusieurs choix. J'en ai dit un, la valorisation matériaux via la structure déchets, et puis le réemploi, ou voire même la réutilisation. Là, on a constaté, on a communiqué auprès de deux opérateurs, deux entreprises finalement qui étaient là en nouvelles compétences. Il y avait Ecomat 38 qui proposait de récupérer l'entièreté du gisement pour en faire du bardage brûlé. C'est un nouvel objet de décoration intérieure. Ecomat est particulièrement fort dans cette nouvelle filière, cette nouvelle valorisation. Donc ils nous ont fait une proposition de réutilisation sur ce matériau-là. Et puis la maîtrise d'ouvrage a voulu pousser encore plus loin l'expérimentation en disant mais moi je reconstruis derrière 90 logements étudiants dans lequel finalement mon dallage au sol, je vais choisir de mettre ce parquet-là pour aller au bout de la démarche. Donc la filière de réemploi se fait à l'intérieur, enfin au sein même de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'est la maîtrise d'ouvrage qui dit tiens, là j'ai quelque chose d'intéressant, je vais le réemployer, mais je ne vais pas le réemployer comme ça. Là j'ai besoin quand même que mon parquet soit nettoyé. Alors c'est toute l'ingénierie, de la mise en œuvre pour que la ressource soit réemployable. La maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qu'elle fait? D'un déchet potentiel, elle va en faire une ressource, c'est-à-dire qu'elle va devenir producteur de son propre matériau de construction. Ça, il faut le dire, c'est absolument exceptionnel et c'est comme ça que le réemploi doit pouvoir fonctionner. Et c'est comme ça aussi que la boucle économique se crée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très en amont, il faut faire un chantier de démontage, de démontabilité pour savoir comment on va extraire la ressource alors qu'elle est déjà fixée au sol. Dans quel état elle va sortir? Il faut qu'elle sorte comme une latte exactement prête à être réemployée. C'est-à-dire que dans le parquet, cet élément-là, qui est la petite languette, il ne faut pas qu'elle soit détruite. En démontant. Voilà. Donc, il faut tester, faire une méthodologie de démontage afin que on puisse être sûr de la ressource en réemployabilité. Donc, on fait toutes ces études, on sélectionne des entreprises capables de le faire pour aussi assurer à la maîtrise d'ouvrage que si on fait un lot de déconstruction spécifique pour le réemploi de ce parquet-là, il y a des entreprises qui répondent. Donc ces entreprises-là sont sourcées, c'est le but et le rôle de NeoEco. Et on sélectionne donc la société Made in Past, qui est un nouvel opérateur, un déconstructeur, qui vient faire le chantier, qui parfait la méthodologie et qui extrait 2700 mètres carrés de parquet réemployable. Et une chose aussi importante à dire, très en amont, on fait valider la ressource prête à réemployer par le menuisier qui va les reposer dans les chambres étudiantes liées au fait que la maîtrise d'ouvrage a gardé sa ressource. On est assuré et rassuré. On va partir, je suis désolé, hein, le temps passe, donc, mais on a bien vu qu'il y avait une démarche vraiment très vertueuse et en plus faite par le maître d'ouvrage. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher la ressource sur une plateforme ou ailleurs. Je l'ai sur place, je la transforme, enfin je la nettoie. Il y a un stockage intermédiaire. Le maître d'œuvre trouve une entreprise aussi, qui est l'entreprise générale de construction, qui va stocker la ressource le temps de la temporalité du chantier de construction. Voilà, ce sera une question pour vous, hein. Réemploi, emploi. Oui, alors réemploi, emploi. Ça c'est formidable quand on arrive à réemployer du parquet comme ça. Surtout qu'il y a une pratique chez les menuisiers depuis longtemps de poncer les parquets quand ils ont une couche de vernis qui n'est plus celui qu'on utilise aujourd'hui.
Et réemploi, emploi. Alors, pour parler de l'opération de la tronche, le commanditaire Grenoble-Alpes Métropole. Donc la tronche, c'est à Grenoble. Oui, Grenoble, c'est les anciens hôpitaux et laboratoires de recherche de l'armée. C'est un petit quartier en face de l'hôpital Nord, à la tronche, donc juste à côté de l'hôpital Nord de Grenoble. Là, c'est pareil, c'est le commanditaire, Grenoble-Alpes Métropole, qui a pris les devants et qui a choisi qu'une partie, que tout soit démonté et si possible revendu sur place, et qu'une autre partie soit réutilisée sur le site même. Et alors, donc c'est Aplomb Ecomat qui a eu le marché de déconstruction en co-traitance avec Chastanier et Fage, qui s'est occupé du gros œuvre. Mais pour ce qui est de la part second œuvre dont on s'est occupé, on a eu la grande surprise de trouver très facilement à embaucher des gens. C'est-à-dire que dans le bâtiment, nous, on galère énormément parce qu'on a besoin de gens très qualifiés. On a besoin que d'experts. Hein. On n'a plus les manœuvres des années 80, ont complètement disparu des entreprises de petite taille. Et donc, c'est très dur de trouver. Eh bien, à notre grande surprise, on a pu recruter 20 personnes en 15 jours pour faire la déconstruction, des cadres issus de la faculté, parce que ça fait quelques années que les facultés forment des gens à la gestion des déchets, de la gestion de la toxicité. Et puis, on a des manœuvres qui n'ont plus de place dans le bâtiment. Et c'est des gens qui ont quand même une compétence, mais s'ils ne montent pas en compétence pour faire une mise en œuvre de plus en plus précise, avec l'étanchéité à l'air, on travaille au millimètre, hein, c'est fini les tolérances de plusieurs centimètres. Donc il y a des gens qui ne souhaitent pas monter en compétence et qui trouvent leur place dans la déconstruction, là où il faut quand même du métier pour déconstruire. Il faut quand même avoir vu construire beaucoup pour savoir comment on déconstruit, comment on retire des lattes en chaîne. On espère que ce n'est pas des pointes crantées, que c'est des pointes lisses et que tout va bien se passer. Mais voilà. Et donc on a recruté très facilement et on a des gens qui restent dans l'emploi. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et parce que c'est aussi quelque chose qui est très valorisé aux yeux de la société. Faire de la déconstruction pour le réemploi, et ça, c'est un facteur majeur pour l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne trouve... Les entreprises qui trouvent à employer aujourd'hui dans le bâtiment, c'est celles qui affichent un projet de préoccupation, pour faire simple, de préoccupation des ressources environnementales de la planète. Sinon, on ne trouve pas. C'est-à-dire que c'est bon pour l'image de l'entreprise, mais c'est aussi valorisant pour celui qui y travaille. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver du sens à son travail, tout simplement. Hein. Tout simplement. Et on le trouve dans ce type de choses, de réemploi, de recyclage, d'économie circulaire. Ouais. Je suis désolé, je vais vous presser un petit peu. À la tronche, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réemployé? Alors à la tronche, on a démonté 300 tonnes, 100 tonnes de second œuvre et 200 tonnes de gros œuvre. Le gros œuvre, il est parti en soubassement routier, comme c'est le cas. Souvent le cas. C'est ce que certains appellent déjà du sous-cyclage. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un peu mieux. Les pierres de taille ont été broyées avec les blocs de mâche-fer. Alors le TP, c'est très bien réutiliser du broyat parce qu'on ne cherche pas à savoir quelles étaient les caractéristiques mécaniques du matériau à sa fabrication. On fait un test de résistance à l'état sec, à l'état humide, et puis si ça va, eh ben, ça va très bien pour soutenir une route. Sur le second œuvre, par contre, on a fait pour le moment 70% de réemploi avec vente sur place. Je dis pour le moment parce qu'on a installé une boutique sur place, ce qui a évité le transport. Les particuliers et des professionnels sont venus acheter sur place et les matériaux ont eu une deuxième vie tout de suite. D'accord. Deuxième vie tout de suite de matériaux qui ne sont pas réemployés forcément sur place. Là, on les vend, on les met à disposition des entreprises, des particuliers qui veulent bien les réemployer. C'est ça. Et alors pour les particuliers, c'est une aubaine parce qu'on a des matériaux en très bon état pour 10% du prix du neuf. Ça fait réfléchir sur la mode dans le bâtiment parce qu'on a des sanitaires violets ou vert foncé qui ne sont plus à la mode aujourd'hui. Donc est-ce que la collectivité va faire pression sur les fabricants pour que les objets se démodent moins? On a des dalles de plafond, même si la mode est moins forte sur les dalles de plafond, elle existe quand même un petit peu. Aujourd'hui, c'est le blanc, il y a 30 ans, c'était le beige, ou le beige marron. Donc, voilà, ça commence à faire réfléchir là-dessus. Voilà, il faut aussi réfléchir à, lorsqu'on fait un matériau, un produit neuf, à la vie qu'il peut avoir pendant au moins 50 ans, puisque on va dire c'est la réglementation. Alors, c'est ce qui se passe un peu dans l'automobile. Alors, un peu, les gens de l'automobile ne vont pas être contents si je dis ça, mais il y a une réflexion dans l'automobile sur la démontabilité des véhicules.
Dans le bâtiment, aujourd'hui, nous, les artisans, quand on construit, on se dit, ça fait longtemps que dans le patrimoine, on s'est aperçu que les matériaux introduits sauvagement au XXe siècle, c'est-à-dire le béton, la résine, la ferraille, etc., sont très compliqués à déconstruire. Donc il est vraiment important, aujourd'hui, pour toutes les entreprises, quand on met en œuvre, de se dire, c'est peut-être nous-mêmes qui allons déconstruire. Donc maintenant, on y réfléchit. Merci. Vous avez chacun 10 secondes pour un petit mot de la fin. C'est économiquement, je pense que voilà, c'est le réemploi aujourd'hui amène des solutions économiques. C'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, on a vu que diminution du coût de déchets. Il faut savoir que la TGAP, la taxe de mise en déchetterie ou mise en déchets, va terriblement augmenter, elle a déjà augmenté. Donc le coût du déchet pour la maîtrise d'ouvrage va continuer à augmenter. Donc les solutions doivent être trouvées pour diminuer la mise en déchets, le coût de la mise en déchets et le coût de la reprise de ces matériaux provoque de bonnes équations financières et c'était le cas dans ce retour d'expérience du parquet. 10 secondes. Oui, moi je m'arrêterai sur quelques points d'attention. Le premier, l'anticipation. 2, contacter et intégrer son assureur très en amont. La réqualification des produits des constructions, la formation et la qualification et la traçabilité. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et pour conclure, juste rappeler qu'il existe des guides de bonnes pratiques qui ont été créés dans le cadre des travaux de la Fondation Bâtiment Énergie qui constituent une première pierre vers des référentiels techniques et qu'il serait important que les filières s'en approprient. Voilà. On peut les trouver sur le site de l'AQC. Non, pas du tout. Non, de la Fondation Bâtiment Énergie. Fondation Bâtiment Énergie. Ouais. Vous avez le mot de la fin, très court. Merci. Alors, c'est pas très facile de rajouter quelque chose. Alors, c'est juste un mot sur ce que vient de dire Marie-Angèle Sanchez. Effectivement, ces guides de bonne pratique sont déjà en application. Alors, très rapidement, le réemploi, c'est une façon supplémentaire de valoriser les personnes. Et c'est une façon supplémentaire de ne pas fatiguer, parce qu'une des causes de la fatigue aujourd'hui, c'est de ne plus trouver de sens dans son travail. Donc les personnes se sentent valorisées parce qu'elles font quelque chose qui est utile au niveau local et au niveau collectif. Merci. Mot de la fin, donc sur l'utilité de ce qu'on fait, c'est intéressant. Et merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de tout cela. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps, mais c'est comme ça. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositif, bien sûr, et le magazine Planète Bâtiment. Et je dois dire que Planète Bâtiment aura un dossier complet sur ce sujet dans son numéro de début d'année 2022. Merci à vous. À bientôt.